Quand on parle d'investissement, beaucoup imaginent des chiffres qui clignotent en rouge et vert, des graphiques compliqués et des gens qui courent dans tous les sens, accrochés à leur téléphone. Dans l'imaginaire collectif, c'est ça, la bourse. Mais en réalité, investir ne nécessite pas d'être un expert ou de subir le stress des marchés tous les jours. Les bases sont en fait très simples. Une fois que vous les maîtrisez, eh bien vous pouvez transformer des petits montants en des centaines de milliers d'euros sur le long terme. Aujourd'hui, je vais vous prouver que n'importe qui peut, avec un plan simple et efficace, transformer son épargne en une machine à faire fructifier son argent. Dans cette mini-formation gratuite, je vais vous dévoiler les secrets pour débuter sereinement en bourse. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un plan d'action pour vous lancer en tant que débutant, éviter les erreurs classiques et investir de manière intelligente tout en ayant le moins de risques possible. Et pour m'aider à animer la discussion, eh bien j'ai fait appel à la Margot du passé. Ça, c'était la Margot jeune et toute innocente qui découvrait le monde du travail et qui avait fait cette photo pour son premier CV. Et déjà avant, eh bien, elle se posait beaucoup de questions et elle sentait bien que son éducation financière était quelque peu limitée. Depuis qu'on est très jeune, on nous a toujours appris à mettre nos économies à la banque en pensant qu'elles étaient bien plus en sécurité que sous notre matelas. En France particulièrement, le livret A est très ancré dans les mentalités et il est d'ailleurs représenté comme étant le placement préféré des Français. Mais ce qu'on a oublié de vous mentionner, c'est que garder votre argent sur un simple compte épargne, un compte courant ou un livret A vous appauvrit de jour en jour. Et si vous laissez dormir votre argent sur ce genre de compte, eh bien il est littéralement en train de fondre à cause de l'inflation. Et non, ce n'est pas une petite perte. Au fil des années, vous perdez des centaines, voire des milliers d'euros. Mais tu nous parles toujours d'inflation, mais là je comprends rien du tout. C'est quoi l'inflation? L'inflation, eh bien, c'est l'augmentation des prix des biens et des services de notre quotidien. Alors, ça varie bien sûr selon les secteurs. Parfois, ça peut être très fort pour le prix du gaz ou de l'essence, et parfois, eh bien, ça peut être un peu plus faible sur la nourriture. Et si le prix de ce qu'on a besoin augmente, eh bien, notre pouvoir d'achat baisse pour nous, consommateurs. L'inflation est variable et se situe entre 1 et 3% par année, parfois plus s'il y a une période de forte inflation, comme par exemple en 2002 où elle était de 5,2%. Alors c'est clair que ça peut vous sembler des petits pourcentages, mais sur une très longue période, eh bien l'effet est dévastateur. Pour vous montrer un exemple concret, prenons la baguette de pain. Ah super, j'adore le pain! En 2002, une baguette de pain de 250 grammes coûtait 68 centimes d'euros en moyenne. Et si vous aviez 100 € et l'envie de manger beaucoup de pain, vous auriez pu acheter 147 baguettes de pain. En 2022, soit 20 ans plus tard, la même baguette coûtait 93 centimes d'euros. 93 centimes. Donc avec vos mêmes 100 €, vous pouvez maintenant acheter seulement 107 baguettes, soit une perte de 40 baguettes. Alors la différence n'est pas énorme certes, mais ce qu'il faut retenir c'est que vous avez maintenant besoin de beaucoup plus d'argent pour acheter cette même baguette de pain. Et sur ces 20 dernières années, de janvier 2004 à aujourd'hui, l'inflation cumulée est de plus de 30%, soit 1,5% par année en moyenne. Donc si en 2004, vous aviez mis 10 000 € sur un compte courant à 0% d'intérêt, évidemment que vous auriez toujours les 10 000 €, les petits chiffres seraient toujours affichés sur votre compte en 2024. Sauf que sa valeur réelle ne serait plus que de 7 087 € à cause justement de cette inflation. Alors oui, vous avez toujours cette impression de garder votre argent puisque vous aurez toujours les 10 000 € affichés, mais en réalité, eh bien, vous pourrez acheter beaucoup moins de choses qu'avant. Et pour pallier à cette inflation, eh bien, les banques et les gouvernements peuvent vous proposer des comptes avec un rendement assez proche de celui de l'inflation. Ici, vous pouvez voir le taux du livret A qui est légèrement supérieur à celui de l'inflation, mais évidemment, ce n'est pas le cas chaque année et ça a même tendance à baisser où le taux du livret A commence à être plus faible que celui de l'inflation. Après, en France, vous avez quand même de la chance d'avoir ce livret A parce que ici en Suisse, eh bien, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas de livret A et voici à quoi on ressemble quand on est en période de forte inflation. On en ramasse plein la gueule.
Alors, c'est clair que ces comptes rémunérés vous permettent de ne pas perdre autant d'argent que si vous ne faisiez rien, mais clairement, vous ne gagnez pas d'argent sur le long terme. Après, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de livret du style livret A ou LEP. Au contraire, il est vraiment essentiel d'en avoir un pour ceux qui peuvent. Mais il faut vraiment comprendre que ces livrets ne sont pas des investissements. Le livret A doit être utilisé pour votre épargne de sécurité et rien d'autre. D'ailleurs, c'est le moment idéal de vous rappeler une chose importante. Il est indispensable d'avoir une épargne de sécurité remplie avant de commencer à investir. Ce fonds d'urgence vous permettra de faire face à des imprévus, comme par exemple une réparation urgente de la voiture, un appareil électroménager qui tombe en panne ou alors une perte d'emploi temporaire. S'il y a vraiment une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est ne vous lancez pas en bourse si vous n'avez pas un petit peu d'argent de côté pour faire face aux imprévus. Ok, j'ai compris. Par contre, j'hésite un petit peu parce qu'on nous parle tout le temps du prochain krach boursier et franchement, je ne sais pas si c'est vraiment le bon moment pour rentrer dans la bourse. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut attendre un petit peu? Le meilleur moment pour commencer à investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et le pire moment, eh bien, ce sera d'attendre demain. Attendre, c'est manquer des opportunités incroyables de faire fructifier votre argent sur le long terme. Et ce qui rend l'investissement en bourse si puissant, eh bien, c'est un concept simple mais extrêmement puissant, les intérêts composés. Alors, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler et même sûrement que vous êtes un petit peu saoulés qu'on vous parle toujours de cette boule de neige là avec ses intérêts composés. Mais nous, les gourous et les geeks de la finance, eh bien, on les adore et on insiste pour vous en parler à chaque fois. Oui, surtout toi, tu te répètes souvent, hein. Oui, moi y compris. Du coup, les intérêts composés, eh bien, c'est ce phénomène où vous gagnez des intérêts, non seulement sur l'argent que vous investissez, mais aussi sur les intérêts que vous avez déjà gagnés. C'est comme si vous faisiez des bébés sur les bébés d'intérêt. En fait, c'est un petit peu comme les gremlins, hein, vous leur donnez à manger comme ça, et paf, ils se reproduisent entre eux pendant la nuit. Franchement, c'est magique. Voici un autre graphique que j'aime bien, le match des 10 000 €. Ici, j'ai pris les données exactes de ces 20 dernières années en ayant déjà soustrait l'inflation au calcul. Vous voyez en bleu, c'est la situation où vous laissez votre argent sur un simple compte courant. Il est clairement en train de se faire manger par l'inflation et 20 ans plus tard, eh bien, vous avez même perdu de l'argent. Ici, un autre scénario où vous placez vos euros sur le livret A avec une moyenne de 1,8% de rendement et sur 20 ans, eh bien, vous voyez que vous avez à peine un peu plus que 10 000 €. Franchement, pas terrible. Et enfin, dernier scénario, vous investissez en bourse. Alors clairement, on voit sur ce graphique qu'il y a des hauts et des bas sur le court terme. C'est pas non plus un long fleuve tranquille. Mais quand même, au bout de 20 ans, eh bien, vous êtes proche des 30 000 €, soit quasiment un x3, sans avoir rajouté d'argent supplémentaire que les 10 000 € que vous aviez au début. Et ce qui fait en fait toute la différence sur ce graphique, eh bien, c'est le temps. Parce que plus vous investissez tôt, plus vous laissez le temps à votre argent de se multiplier. Si vous commencez aujourd'hui, même avec des petits montants, eh bien, votre compte va littéralement exploser au cours des années. Et comme la courbe des marchés en bourse est exponentielle, si vous ajoutez à ce graphique 1 ou 2 ans supplémentaires, eh bien, vous pourrez largement dépasser les 30 000 € sur ce compte. En vrai, je comprends bien que c'est important d'investir. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à passer à l'action. Pour moi, c'est encore trop compliqué et il y a trop de termes techniques et franchement, ça me saoule. Alors oui, c'est sûr qu'a priori, ça peut faire peur, mais si vous restez bloqué sur ce genre d'idées reçues, eh bien vous risquez de passer à côté de bonnes opportunités. Et croyez-moi que tous les autres qui savent déjà qu'il y a de l'argent à gagner ici, eh bien eux, ils ne vous attendront pas. Donc l'idée aussi avec cette vidéo, eh bien c'était de pouvoir déconstruire certains a priori que vous pourriez avoir et de vous montrer que c'est possible pour tout le monde. D'ailleurs, vous serez vraiment surpris de voir à quel point il est facile de commencer, même avec peu de connaissances ou peu de moyens. Mais Margot, d'après le monsieur à la cravate sur BFM TV, eh bien les marchés n'ont jamais été aussi hauts. Et il a dit qu'un krach allait bientôt arriver. En plus, j'ai entendu dire que la bourse c'était seulement réservé aux experts et qu'il fallait beaucoup d'argent pour commencer à rentrer sur le marché de l'investissement.
Alors, je vous le dis direct, ces idées sont complètement fausses. Aujourd'hui, investir en bourse est plus accessible que jamais et je vais vous montrer pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un expert ou alors d'avoir une grosse fortune pour commencer. L'une des idées reçues les plus courantes est que la bourse serait un monde élitiste réservé aux professionnels ou alors aux traders qui passent leur journée à analyser des graphiques qui clignotent sur un écran. Avec ce genre de vidéo, ça donne l'impression que sans un diplôme en économie ou en finance, eh bien vous n'avez aucune chance de réussir. Mais en réalité, c'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, il existe des solutions d'investissement qui sont très simples, même pour les débutants. Vous n'aurez pas besoin d'analyser des entreprises, de passer des heures à lire des rapports financiers, ni de comprendre pourquoi le marché fluctue au cours des semaines. La méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo vous permettra de diversifier vos investissements, de réduire les risques tout en étant très facile à gérer. Une autre croyance limitante qu'on entend souvent, c'est « je ne peux pas investir car je n'ai pas encore assez d'argent ». Là encore, c'est une idée qui est fausse. Vous n'avez pas besoin de milliers d'euros pour commencer à investir. Vous pouvez démarrer avec des petits montants, 50 ou 100 euros par mois, et ça conviendra très bien. En fait, il y a deux choses qui comptent vraiment dans l'investissement. La régularité et la date de votre premier investissement. En investissant un petit montant chaque mois le plus tôt possible, eh bien vous pouvez profiter de l'effet des intérêts composés que j'ai évoqué plus tôt. C'est vraiment sur le long terme que votre argent va réellement se multiplier. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les frais d'investissement en bourse, ils sont pas forcément très élevés. Il faudra juste choisir le bon courtier. Par exemple, avec Interactive Broker, la plateforme que j'utilise depuis que j'ai commencé à investir, eh bien je paye 36 centimes de frais de transaction, peu importe le montant. Après, c'est clair qu'il y a des courtiers qui sont plus chers et dans ce cas-là, eh bien, ça ne sera pas forcément pertinent d'investir des petits montants, surtout si vous payez beaucoup de frais en commission. Donc, faites vraiment attention à qui vous choisissez comme courtier. Après, qu'on soit clair, la bourse est accessible, mais elle n'est pas sans risque. C'est pas non plus le monde des bisounours. Et chaque personne qui a débuté l'investissement est tombée dans un piège au moins une fois, moi y compris. Mais ça, je vous en reparlerai dans la suite de la vidéo. Avant de continuer, j'ai préparé quelque chose pour vous qui vous aidera à débuter l'investissement en bourse. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien qui vous permettra de télécharger gratuitement le kit complet de l'investisseur débutant. Vous y trouverez le résumé sous forme de mind map de tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous aurez également le récapitulatif des étapes de votre plan d'action pour commencer à investir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous ai également mis mes recommandations de livres sur l'investissement en bourse. Et pour finir, eh bien, je vous ai ajouté la liste des courtiers que je recommande. Comme on l'a vu avant, choisir un bon courtier est essentiel pour minimiser ses frais et optimiser ses investissements. Waouh Margot, tu es d'une bonté extraordinaire. Bon alors raconte, c'est quoi la bourse? J'ai toujours cru que la bourse c'était le petit sac qu'on accrochait à notre pantalon où on met nos pièces. Alors oui, mais non. Mais il y a de l'idée. La bourse, elle peut sembler complexe au début, mais en réalité, les principes de base sont assez simples à comprendre. La bourse, c'est tout simplement un marché où l'on achète et on vend des produits financiers. Imaginez un grand marché comme celui que vous connaissez avec les fruits et les légumes, sauf qu'à la place d'acheter des patates et des tomates, eh bien, on achète des parts d'entreprise, aussi appelées actions. Et ces parts, qui représentent donc une fraction de l'entreprise, sont vendues à des personnes comme vous et moi. Et lorsqu'on achète une action d'une société, eh bien, on devient en quelque sorte propriétaire d'une petite partie de l'entreprise. Bon, après, ne faites pas non plus des plans sur la comète, Vous n'allez pas détenir la moitié d'Apple simplement en achetant des actions Apple. Vous serez peut-être propriétaire minoritaire à 0,00001% et encore. Mais attends là, y a un truc que je comprends pas. Pourquoi les entreprises, elles veulent vendre leur part à des inconnus? Les dirigeants, ils n'ont pas meilleur temps de tout garder pour eux? Bien sûr, idéalement, elles aimeraient garder les bénéfices et les profits pour elles-mêmes, mais dans la réalité, eh bien, elles ont besoin d'argent pour financer de nouveaux projets. Et elles ont besoin de beaucoup d'argent, bien plus que ce qu'elles peuvent gagner en bénéfices chaque année. On pourrait imaginer une entreprise qui a besoin d'argent pour développer un nouveau produit ou alors pour embaucher plus de personnes. Et plutôt que de faire un prêt à la banque, eh bien, elle peut décider de vendre une partie de son entreprise en émettant des actions. Et pour ça, eh bien, on va dire qu'elle va lever des fonds, c'est-à-dire qu'elle va échanger des parts, donc des actions, contre un peu d'argent.
Et nous, en tant qu'actionnaires, eh bien, on espère que l'entreprise va prospérer, qu'elle va grossir et se développer pour que la valeur de nos actions augmente. Mais concrètement, comment est-ce que je gagne de l'argent moi? Non, mais parce que là, tu nous fais beaucoup de blabla théorique, mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est juste la thune, hein, tu vois? Oui, je vois plutôt bien, oui. Donc en fait, il y a vraiment deux façons de gagner de l'argent en bourse. La première manière, et celle qui est la plus simple à comprendre, eh bien, c'est de réaliser une plus-value. C'est assez simple. Vous achetez une action à un certain prix et si cette action prend de la valeur avec le temps, eh bien, vous pourrez la revendre plus cher que ce que vous l'avez payé. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente, eh bien, s'appelle une plus-value. Par exemple, imaginons que vous achetiez une action d'une entreprise à 60 € à un instant T. Quelques années plus tard, si l'entreprise a bien évolué, eh bien, la valeur de cette action pourrait passer à 100 €. Et si vous décidez de la vendre à ce moment-là, eh bien, vous faites une plus-value de 40 €, tout simplement. Et la deuxième façon de gagner de l'argent en bourse, c'est avec les dividendes. Certaines entreprises, quand elles réalisent des bénéfices, eh bien, elles choisissent de redistribuer une partie de ces bénéfices à leurs actionnaires sous forme de dividendes. En fait, c'est un petit peu pour vous remercier d'avoir investi chez elles. Alors, toutes les entreprises ne versent pas forcément un dividende, mais la très grande majorité d'entre elles, en tout cas, décident de vous reverser une partie de ce bénéfice. Prenons un autre exemple. Vous détenez 100 actions d'une entreprise qui verse un dividende annuel de 2 € par action. Alors, je tiens direct à mettre les choses au clair. 2 € par action, c'est beaucoup. En général, ça tourne autour des quelques dizaines de centimes par action. Donc voilà, ici pour les calculs, c'était bien 2 €, mais ne vous enflammez pas non plus. Donc, vous recevez 200 € par année de dividendes simplement parce que vous êtes actionnaire. Et si l'année suivante, eh bien, vous rachetez 100 actions, donc vous avez 200 actions au total pour cette entreprise, eh bien, vous récupérerez un dividende de 400 €. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, les dividendes peuvent représenter un revenu régulier pour les investisseurs, ce qui est particulièrement intéressant si vous détenez des actions sur une très longue période de temps. Une chose aussi à savoir, c'est que certaines sociétés décident de ne pas vous verser de dividendes parce qu'elles préfèrent réinvestir les bénéfices dans la croissance de l'entreprise et donc potentiellement vous faire gagner une jolie plus-value à la revente. Trop bien, moi je veux les deux, c'est clair, hein. Plus il y a d'argent et mieux c'est pour moi. Et j'ai encore une question. Est-ce qu'il n'y a que les actions qui peuvent nous faire gagner de l'argent? Eh bien non, il y a évidemment d'autres classes d'actifs dans lesquelles vous pouvez investir via la bourse. Chaque classe d'actifs a ses propres caractéristiques avec ses avantages et ses risques. Certaines vous permettront d'avoir un rendement plus élevé avec les risques qui vont avec, alors que d'autres eh bien, seront beaucoup plus stables et sécurisées. Les actions sont clairement la classe d'actifs la plus connue, celle aussi qui offre historiquement les meilleurs rendements sur le long terme. Et comme on l'a vu avant, eh bien, lorsque vous achetez une action, vous devenez en quelque sorte propriétaire d'une petite partie de l'entreprise. Si l'entreprise se porte bien, la valeur de votre action va augmenter et vous pourrez réaliser une plus-value en la revendant plus tard. En plus de ça, certaines entreprises, on l'a vu avant, versent des dividendes à leurs actionnaires, ce qui vous permettra en plus de générer des revenus réguliers sans avoir à vendre vos actions. Par contre, eh bien, si l'entreprise fait faillite, eh bien, c'est dommage parce que vous allez tout perdre. Alors les actions, elles sont quand même considérées comme étant plus risquées à court terme parce que leur prix, forcément, il fluctue en fonction de beaucoup de choses, des performances de l'entreprise, des tendances, un petit peu des ragots, on va dire, et aussi des conditions économiques générales. Suffit qu'il y ait un nouveau président des États-Unis et là, forcément, les marchés ils vont paniquer ou alors ils vont s'enflammer tout seuls. Mais sur le long terme, quand même, les actions, elles ont historiquement surperformé toutes les autres classes d'actifs avec un rendement qui se situe autour des 8 à 10%. Alors c'est très intéressant tout ça, mais tu vois, moi j'ai pas trop envie d'un truc risqué, ni d'un truc trop volatile, j'aime pas quand ça fluctue, quand ça bouge comme ça fait les montagnes russes. Est-ce qu'il y a une autre classe d'actifs vers laquelle je peux me tourner? Eh bien, vous avez aussi les obligations. Ici, ça sera une classe d'actifs qui sera plus stable, mais aussi avec des rendements qui seront inférieurs à celui des actions, entre 2 et 4% en moyenne par année. Et en fait, quand vous achetez une obligation, ce qui se passe, c'est que vous prêtez de l'argent à une entreprise ou alors à un gouvernement et en échange, eh bien, ils vous versent des intérêts réguliers et ils vous rembourseront le montant prêté une fois qu'on arrivera à l'échéance de l'obligation.
C'est vraiment le même principe qu'aller à la banque quand vous avez besoin d'argent pour payer votre maison. À ce moment-là, eh bien, vous demandez un prêt à la banque, elle vous le donne et en échange, eh bien, vous allez payer des intérêts. Et les obligations, eh bien, elles sont souvent considérées comme étant moins risquées que les actions parce que le remboursement du capital est quasiment garanti à la fin de la période. Une chose aussi à savoir, c'est que dans le cas d'une faillite d'une entreprise, eh bien, ceux qui détiennent des obligations, ils passent avant les actionnaires, donc ils seront remboursés avant, en priorité, alors que si vous êtes actionnaire, eh bien, si l'entreprise fait faillite, eh bien, vous perdez tout. Et si vous prêtez à un gouvernement, comme par exemple les États-Unis, c'est ça qu'on va retrouver la majorité du temps, c'est quand même très peu probable que le pays entier fasse faillite. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont généralement moins risquées. Et sinon, j'ai souvent entendu dire que des gens avaient de l'or dans leur portefeuille. Et ça veut dire qu'en fait, ils l'ont chez eux, genre dans un coffre-fort ? Alors, oui, vous pouvez, mais c'est quand même ultra risqué. C'est un petit peu comme si je vous disais, gardez votre argent sous le matelas, vous verrez, ça sera hyper safe. Perso, moi, si j'avais 10 000 ou 20 000 euros sous un matelas, je serais pas très sereine. Idéalement, si vous voulez investir dans de l'or, eh bien vous pouvez soit passer par des entreprises qui stockent de l'or physique pour vous, mais dans des coffres forts ultra sécurisés, ou alors une autre option, eh bien ce serait d'acheter de l'or papier. En fait, vous achetez pas directement le produit physique, le métal physique, mais vous achetez un produit financier qui va se baser sur la valeur de l'or. Et l'avantage de l'or, comme tous les autres métaux précieux d'ailleurs, c'est qu'ils sont souvent utilisés par les investisseurs comme étant une protection à l'inflation et aussi contre les crises économiques. C'est pour ça qu'en général, on appelle l'or la valeur refuge. Quand les marchés financiers sont instables ou alors que l'économie est clairement en récession, eh bien les investisseurs ont tendance à se tourner vers l'or pour protéger leur capital. Et sa valeur repose principalement sur la demande du marché. Donc vous le savez, l'or il est limité, on n'en trouve pas des quantités infinies. Donc plus il y a de la demande, plus c'est rare et plus le prix augmente. Par contre, eh bien, contrairement aux actions et aux obligations, les métaux précieux ne produisent pas de revenus réguliers sous forme de dividendes ou d'intérêts. Donc forcément, le rendement à long terme, il est quand même inférieur à celui des actions. Bah, c'est trop nul ça. Et sinon, t'as quoi d'autre à nous proposer ? Parfois, on mentionne aussi le forex comme type d'actif. Et en fait, c'est un mot un petit peu barbare pour dire simplement qu'on s'échange des devises entre elles. Par exemple, quand j'échange mes francs suisses contre des euros, eh bien en fait, je le fais sur le marché des devises, le forex. Et les gens qui investissent sur le forex, eh bien ils cherchent à tirer profit des fluctuations des taux de change entre les différentes devises. Après, ça reste un investissement qui est très volatile et très risqué parce qu'il va dépendre des facteurs économiques et des événements géopolitiques qui me dépassent complètement. Et comme c'est un petit peu complexe, eh bien je dirais que pour les débutants, c'est plutôt à éviter au début. Ok, compris. Et les cryptos, tu recommandes parce que c'est hyper à la mode en ce moment. Ouais, alors perso, tout ce qui est nouveau et qui est à la mode, moi je resterais assez prudente avec ça. Parce que contrairement aux actions ou aux obligations, eh bien les crypto-monnaies ne reposent sur aucune entreprise ni aucun gouvernement. Elles sont vraiment basées sur une technologie qui est appelée la blockchain. C'est décentralisé, c'est des concepts un peu complexes et en gros, leur valeur, elle dépend principalement de la demande du marché, un petit peu comme avec l'or. Alors oui, les cryptos, elles ont des potentiels de rendement bien plus élevés, mais elles sont aussi extrêmement volatiles et extrêmement risquées. Parce qu'en l'espace de quelques jours, eh bien, vous pouvez avoir un plus 1000 suivi d'un moins 2000 euros la semaine d'après. Et honnêtement, c'est pas très facile à gérer émotionnellement. Donc, mon conseil avec ça, c'est quand même faites attention avec la crypto. Vous pouvez en avoir, oui, si vous croyez dans le projet, si vous comprenez, mais n'y consacrez pas une part trop importante de votre portefeuille parce que ça reste quand même très risqué et incertain. Ok, chef, merci. Donc, je me concentre sur l'achat d'actions si je veux maximiser mes gains. Mais par contre, il y a tellement d'entreprises que moi, je ne sais pas du tout quoi choisir comme action. Comment je fais pour savoir laquelle est une bonne action ou une mauvaise action ? Alors, il existe plusieurs manières d'investir dans des actions et chaque approche a ses avantages et ses inconvénients en fonction de votre profil d'investisseur, de vos objectifs ou alors du temps que vous êtes prêt à y consacrer. Et il existe 3 stratégies principales. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ici, je voulais d'abord vous parler de celles qu'on entend le plus souvent. La première, c'est le trading qui consiste à essayer de battre le marché en achetant des actions quand elles baissent et en essayant de les revendre quand elles remontent. Alors, ce sont des achats assez court terme et avec cette stratégie, eh bien, on conservera l'action quelques heures, voire grand maximum quelques semaines.
Et vous l'aurez compris, c'est une stratégie très active qui demande beaucoup de temps et de connaissances. Avec ça, il vous faudra suivre de près les mouvements des marchés boursiers, analyser les tendances et être prêt à saisir une opportunité en quelques minutes ou quelques heures. Le trading peut être très rentable si vous savez ce que vous faites, mais il peut être aussi extrêmement risqué. D'ailleurs, selon plusieurs études, il y aurait même 90% des personnes qui perdraient de l'argent en faisant du trading. Et il faut vraiment le considérer comme un métier à plein temps qui nécessite des compétences techniques spécialisées et une très bonne gestion du stress. On ne devient pas trader du jour au lendemain juste en lisant des graphiques sur un ordinateur. Donc clairement, si vous débutez en bourse, ce n'est pas la stratégie que je recommanderais. Ouais, t'as raison, ça donne pas du tout envie. En plus, ça a l'air super stressant et très risqué. Ensuite, vous avez l'option d'acheter des actions individuelles sur le moyen ou long terme. Et le but, ça va être de sélectionner des actions spécifiques d'entreprises que vous jugez prometteuses. Vous pourriez décider d'acheter des actions de grandes entreprises comme par exemple Apple, Samsung ou Google si vous pensez que leur valeur va augmenter à long terme. Et si j'aime bien Tesla, je peux en acheter ? Alors attention avec le fait de bien aimer une entreprise sur la base de l'image qu'elle renvoie. Cette approche nécessite vraiment de bien connaître l'entreprise dans laquelle vous voulez investir. Pour ça, il faudra faire des recherches, suivre l'actualité des entreprises et comprendre leurs performances financières en analysant leur bilan par exemple. Vous pouvez très bien aimer une entreprise parce que vous utilisez ses produits au quotidien, mais peut-être qu'elle ne sera pas forcément dans une bonne situation financière et que ce serait du coup une mauvaise idée de détenir des actions. Le risque ici, c'est que vous êtes exposé à la réussite ou à l'échec d'une seule entreprise et du coup, si cette société fait faillite, vous perdez une grande partie de votre investissement. Je dirais que l'achat d'actions individuelles est une stratégie semi-passive parce que vous n'avez pas besoin de vous connecter tous les jours pour acheter ou revendre, mais il vous faudra quand même faire des recherches approfondies et savoir quand revendre si jamais l'action présente des risques de perdre de la valeur. Mais il y a un truc qui est toujours pas clair. Comment je fais pour savoir si une entreprise elle est de qualité ou non ? Parce que perso, j'ai pas du tout envie de lire des bilans comptables et des rapports d'analyse pour savoir tout ça. Et ça tombe bien puisqu'il y a une autre stratégie, les ETF, qui sont de loin ma solution préférée. Selon moi, c'est d'ailleurs la stratégie la plus simple et la plus efficace pour la majorité des investisseurs, surtout pour les débutants. Un ETF, c'est simplement un pack de valeurs qui suit un indice ou un secteur et qui s'achète ou se vend comme une action en bourse. Donc en investissant dans un ETF, c'est comme si vous achetiez des parts de plusieurs entreprises en même temps. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas à choisir individuellement chacune de ces actions. Vous diversifiez automatiquement votre portefeuille puisque vous investissez dans des centaines, voire des milliers d'entreprises d'un seul coup. Et si une entreprise devient mauvaise financièrement, elle sera automatiquement remplacée par une autre dans le classement. Et si c'est le cas, selon la pondération qu'elle a dans la liste, son retrait n'affectera quasiment pas votre portefeuille. Grâce aux ETF, vous aurez une stratégie passive, ce qui signifie que vous n'aurez pas besoin de passer du temps à choisir des actions individuelles ou alors à surveiller constamment le marché. Une fois que vous aurez choisi dans quel ETF vous souhaitez investir, ça vous prendra seulement 5 minutes par mois pour vous connecter à la plateforme et en racheter. Et enfin, dernier avantage qui n'est pas négligeable, c'est que les frais sont très bas par rapport à d'autres produits financiers. Si vous choisissez bien, vous ne devriez pas payer plus de 0,5% de frais, contrairement aux fonds gérés activement qui, eux, peuvent prélever des frais de plus de 1%. Et à long terme, ces économies de frais peuvent vraiment faire une différence sur la performance de votre portefeuille. D'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup qui est de John Bogle, qui est un petit peu le fondateur des ETF et qui disait « Ne cherchez pas une aiguille dans une botte de foin, achetez simplement la botte de foin ». Autrement dit, au lieu de vous fatiguer à chercher les actions parfaites, investissez dans l'ensemble du marché et vous serez sûr de détenir les actions à forte croissance qui vont pousser le marché vers le haut. Et j'avoue que c'est plutôt pas mal cette stratégie passive, ça me correspond assez bien. Mais concrètement, ça rapporte beaucoup d'argent ? Prenons un exemple pour voir concrètement ce que ça représente. Sur les 20 dernières années, l'indice du S&P 500, qui regroupe les 500 meilleures entreprises américaines, a affiché un rendement annuel médian de 11,34%. Donc, si vous aviez investi 500 € chaque mois dans cet indice il y a 20 ans, aujourd'hui, vous auriez 400 575 €.
Et ça, sans avoir rien fait d'autre que de cliquer sur 2 boutons une fois par mois, pas besoin de s'y connaître en finance ou de passer des heures à suivre les marchés. Et si vous êtes encore plus patient, eh bien en 30 ans, ce même investissement vous aurait rendu millionnaire avec plus de 1 200 000 € générés. Et c'est ça la puissance des intérêts composés. Avec le temps et la régularité, eh bien votre argent travaille pour vous sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre. Alors c'est clair que dit comme ça, les ETF, ils ont l'air vraiment parfaits. Mais t'as oublié de nous parler des risques. On peut quand même perdre de l'argent en bourse, hein. Effectivement, avant de vous précipiter pour en acheter, il y a une réalité que vous devez absolument connaître. Investir en bourse comporte des risques et les ETF ne sont pas une exception. La bourse n'est pas un jeu et quand vous investissez, eh bien vous êtes exposé à 3 risques principaux. Le marché boursier est par nature volatile, ce qui signifie que la valeur des actions et des ETF peut monter ou descendre rapidement sans forcément qu'il y ait une raison apparente. Les cours peuvent alors chuter de manière dramatique en quelques jours, voire quelques heures. Et si vous êtes trop exposé à cette volatilité sans être préparé mentalement, eh bien vous pourriez être surpris au début. Parce que quand vous voyez votre portefeuille avoir un moins 20, moins 30 ou moins 50%, eh bien croyez-moi, vous n'êtes pas très serein. Et c'est à ce moment-là que tout le monde panique, tout le monde se met à courir dans tous les sens et à tout vendre, alors que c'est vraiment le pire moment pour le faire. Parce que si vous vendez, au lieu d'attendre que la crise se calme, vous allez valider vos pertes, ce qui signifie qu'au lieu d'avoir une plus-value, eh bien vous serez en négatif. Alors les krachs boursiers, ça arrive, il y en a eu par le passé et il y en aura d'autres, croyez-moi, c'est une certitude. Mais n'oubliez pas que le marché se relève toujours sur le long terme et que l'économie de manière générale, elle progresse parce que les entreprises cherchent toujours à innover et à apporter de la valeur. Le deuxième risque, c'est le risque psychologique et c'est l'un des plus grands dangers pour l'investisseur. On est tous humains et on a tous une forte aversion à la perte. Donc quand on voit qu'on est en train de perdre de l'argent indépendamment de notre volonté, eh bien on va commencer à avoir peur et à paniquer. Et malheureusement, ce sont bien souvent nos émotions qui nous poussent à prendre de mauvaises décisions, comme vendre nos actifs pendant une crise ou alors acheter dans un excès de confiance. C'est typiquement le cas quand votre collègue de la machine à café vous dit que Tesla, c'est le futur, qu'il faut absolument tout miser dessus, sinon vous allez rater l'opportunité du siècle. Alors que parfois, c'est juste une très mauvaise idée d'écouter ce genre de conseils et il vaut mieux s'abstenir. Et enfin, le troisième risque, la surexposition. C'est le risque auquel font face beaucoup d'investisseurs, même les plus expérimentés. Et en fait, ça signifie que vous investissez une trop grande partie de votre argent dans un seul type d'actif, une seule action ou alors un seul secteur d'activité. Par exemple, si vous achetez des actions Apple, des actions Microsoft et qu'en plus de ça, vous avez un ETF qui regroupe des entreprises dans le secteur de la technologie, eh bien votre portefeuille sera fortement impacté si le secteur de la tech se casse la gueule. Donc c'est important que vous soyez diversifié au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des secteurs et au niveau géographique. Alors heureusement, les ETF vous permettront de faire tout ça assez facilement. Après, tous ces risques, ils sont réels bien sûr, mais ils ne sont pas non plus insurmontables. Il faut simplement que vous soyez conscient de la volatilité, des impacts de vos émotions et de l'importance de la diversification pour protéger votre portefeuille. Ok, c'est trop cool, merci. Mais tu pourrais pas nous partager quelques conseils pour éviter de faire des erreurs et de tomber dans les pièges des débutants ? Alors il y a 4 erreurs classiques que beaucoup de débutants commettent au début. J'imagine que vous avez déjà entendu parler du FOMO, Fear of Missing Out, ou alors la peur de manquer une opportunité. C'est cette peur en fait qui nous pousse à acheter des actifs au sommet de leur valeur par peur de passer à côté d'une bonne affaire. Souvent les prix sont au plus haut et c'est bien sûr à ce moment-là qu'on va se ramasser une grosse perte derrière. C'est clairement ce qui s'est passé avec certaines cryptos en 2021. Le problème, c'est que lorsque vous investissez sous l'influence du FOMO, eh bien, vous prenez souvent des décisions qui sont basées sur vos émotions et non sur une analyse rationnelle. Et bien souvent, après une montée rapide, les actions finissent par redescendre et vous vous retrouvez avec une perte de moins 50% à attendre peut-être plusieurs années que votre investissement reprenne de la valeur. La deuxième erreur, et c'est celle que j'ai commise il y a plusieurs années, c'est celle de copier aveuglément les investissements des autres. Maintenant, avec les réseaux, il est très facile de suivre les conseils du nouvel expert à la mode, mais ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas forcément pour vous.
Chaque investisseur a une situation financière unique, des objectifs différents et surtout une tolérance au risque qui lui est propre. C'est pour cette raison que je ne dis jamais ce que j'achète personnellement comme ETF ou comme action, parce que je sais à quel point il est tentant de copier la stratégie de quelqu'un qu'on apprécie sans réellement comprendre ce qu'on est en train de faire. Si vous n'avez pas fait vos propres recherches et que vous n'êtes pas à l'aise avec votre investissement, eh bien vous risquez de paniquer lorsqu'il y aura une prochaine baisse du marché et vendre à perte. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est investissez pour vous et pas pour les autres. Troisième erreur, ne confondez pas spéculation et investissement. Quand vous investissez, vous cherchez à obtenir des rendements sur le long terme en pariant sur la croissance d'une entreprise ou d'un marché. La spéculation, quant à elle, consiste à essayer de tirer profit des fluctuations à court terme du marché, souvent en prenant des risques assez élevés. Et malheureusement, beaucoup de débutants spéculent sans même s'en rendre compte. Spéculer, c'est comme aller au casino, les probabilités sont contre vous, vous avez beaucoup plus de risques de perdre de l'argent que d'en gagner. Et enfin, l'une des erreurs les plus dangereuses et celle que vraiment je vous recommande d'éviter, c'est d'emprunter pour investir en bourse. Emprunter pour investir, c'est vraiment risqué parce que non seulement vous êtes exposé aux fluctuations du marché, mais en plus de ça, eh bien, vous allez devoir rembourser un prêt avec des intérêts, quel que soit le résultat de vos investissements. Imaginez que vous empruntez 10 000 € pour investir dans une action que vous jugez prometteuse. Manque de chance, eh bien cette action chute de 30%. À ce moment-là, eh bien vous vous retrouvez seulement avec 7 000 €. Vous devez toujours rembourser les 10 000 que vous avez empruntés et en plus de ça, eh bien vous aurez des intérêts à payer. Et dans cette situation, eh bien c'est le meilleur moyen pour paniquer et faire des bêtises. Investir en bourse devrait toujours se faire avec de l'argent que vous êtes prêt à voir fluctuer, voire à perdre sur le court terme. Waouh, c'est top ce résumé. Merci beaucoup Margot. Encore une fois, tu es d'une bonté extraordinaire. Bon, maintenant que j'ai une vision assez claire des stratégies d'investissement, j'ai choisi celle que je voulais et j'ai compris les erreurs que je devais éviter. Pour toi, ce serait quoi ma prochaine étape ? Ok, alors voici un plan d'action simple et efficace pour commencer à investir en bourse sereinement dès aujourd'hui. Avant d'investir en bourse, assurez-vous d'avoir un fonds d'urgence qui est en place. On l'a vu, sur le court terme, c'est tout à fait possible de perdre de l'argent, donc soyez prévoyants en ayant un petit peu d'argent de côté pour faire face aux imprévus. Ce fonds devra représenter entre 3 et 6 mois de vos dépenses courantes. Il devra être facilement accessible, par exemple sur un livret A ou alors sur un compte épargne. Il vous protégera des imprévus et vous évitera de devoir vendre vos investissements au mauvais moment. Ensuite, deuxième étape, choisissez votre stratégie d'investissement qui soit en accord avec vos objectifs et votre profil de risque. Que ce soit l'investissement passif via les ETF ou alors une approche qui soit plus active, c'est vraiment important de vous former et de vous tenir à votre stratégie sans vous laisser influencer par les dernières tendances à la mode ou alors le nouvel influenceur qui est super cool que vous avez trouvé sur YouTube. Ensuite, la prochaine étape, eh bien, ça va être d'ouvrir un compte d'investissement auprès d'un courtier en ligne qui aura peu de frais. Personnellement, je l'ai déjà dit, j'utilise Interactive Broker, mais il y en aura d'autres. Faites aussi attention d'être bien le propriétaire de vos actions en passant par un courtier parce qu'en cas de faillite du courtier, si les actions ne sont pas à votre nom, eh bien, vous perdez tout. Donc, faites attention avec qui vous allez, c'est quand même important, il y aura de grosses sommes en jeu. Je vous ai mis une liste des courtiers que je recommande et que je trouve pas trop mal. Je vous mets tout ça dans la liste en description. N'hésitez pas si vous voulez avoir quelques idées. Une fois que vous avez ouvert votre compte d'investissement, ce sera le moment de décider d'un montant fixe à investir tous les mois. Alors, c'est pas nécessaire d'investir de grosses sommes. L'important, c'est vraiment d'être régulier. Ce montant, il dépendra bien sûr de vos finances personnelles, mais aussi l'idée, c'est de rester discipliné et de vous y tenir, peu importe les fluctuations du marché. Et enfin, dernière étape, la plus rapide et en même temps la plus difficile, achetez votre premier titre. Après, vous pouvez bien sûr continuer à investir le même montant tous les mois parce que en achetant régulièrement, eh bien, vous pourrez profiter des baisses du marché pour acheter moins cher, un petit peu pendant les soldes, tout en évitant de faire des paris sur le bon moment pour investir. Bon, c'était une très longue vidéo, bien plus longue que celle que j'ai l'habitude de faire. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger le résumé gratuit de cette vidéo ainsi que tous les bonus exclusifs que j'ai préparés pour vous. Tout se trouve dans la description, donc vraiment, n'hésitez pas.
Voilà, j'espère que cette mini formation introduction à la bourse vous aura été utile. Je vois d'ailleurs que la lumière s'est éteinte ici. Donc c'est vraiment le moment de terminer. Félicitations si vous êtes toujours là, ça montre que vous êtes assez motivé. Je suis sûre qu'en suivant ce plan, vous aurez toutes les cartes en main pour investir en bourse facilement et intelligemment. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la prochaine.